Je crois qu'il faut avoir une idée assez simple finalement des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est à 50% plutôt les grandes productions, comment on produit notre énergie, comment on produit les produits qu'on consomme, ce qu'on mange, et c'est 50% la vie quotidienne des gens. Comment je me déplace, comment je me chauffe, quels appareils j'utilise dans mon quotidien. Et la vie quotidienne des gens, c'est le travail des élus locaux. C'est-à-dire que c'est quand même les élus locaux qui influent le plus sur le changement de vie quotidienne. L'offre de transport public qu'elles offrent à leurs habitants, la manière dont elles construisent la ville, la planification urbaine, si la ville est dense, si elle est bien articulée sur ses offres de transport public, évidemment, on va émettre moins de gaz à effet de serre que si on a une ville extrêmement étendue et sans transport public. Toute la question de la réhabilitation du parc ancien de logement, qui est un élément fondamental en termes d'émissions de gaz à effet de serre, là aussi, c'est quel niveau d'animation sur le territoire, quel accès pour les habitants à des financements qui vont leur permettre de réhabiliter, comment on organise localement les artisans pour pouvoir répondre à ces enjeux. Tout ça, c'est la responsabilité des élus locaux. C'est aussi la mise en cohérence de la totalité des politiques publiques sur les territoires. Donc très clairement, à l'échelle mondiale, il est clair que sans la mobilisation des élus locaux et régionaux, parce que c'est un peu un couple entre la ville et la région, sans cette mobilisation, on ne peut pas atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On a d'abord des cas concrets, des exemples très forts en Europe. On a des villes suédoises, une ville comme Copenhague qui s'imagine comme une ville neutre en carbone dans quelques années, vraiment sur un délai très court. Donc on voit bien qu'il y a quand même une dynamique forte sur un certain nombre de grandes villes européennes, plutôt des villes du Nord. En France, je vais parler de la ville que je connais le mieux, qui est quand même la capitale verte de l'Europe 2013, qui est Nantes. Nous avions adopté un plan climat en 2006 avec un objectif ambitieux, moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre en 2020. On va tenir l'objectif, et notamment grâce au développement dans la durée du transport public et grâce au développement des réseaux de chaleur. Et on adopte aujourd'hui un nouveau plan climat pour atteindre moins 50% en 2030. Et ça ne sera pas un plan juste en termes de déclaration, c'est vraiment un plan étayé, et on sait exactement sur quoi aujourd'hui il faut faire porter l'effort. Donc oui, nous savons réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est une mobilisation collective de tous les acteurs de la cité, c'est vraiment la mise en cohérence de l'ensemble des politiques publiques, et d'une certaine manière, c'est aussi un peu la ville durable. Comme j'ai souvent tendance à le dire, la ville durable et la ville à faible émission de carbone, c'est la même. Mais oui, on sait faire aujourd'hui, et on en a des exemples. La transition écologique, ça ne doit surtout pas apparaître comme un gros mot. C'est-à-dire, moi, j'ai tendance à penser qu'on fait souvent peur aux gens sur le niveau d'effort nécessaire pour atteindre les objectifs. On essaye de les rassurer en leur parlant pas trop de la catastrophe à venir, pourtant cette catastrophe est extrêmement grave, et finalement on les terrorise sur l'effort à faire. Or cet effort, il est souvent pas si compliqué. Réhabiliter un logement, ça ne change rien à la vie des gens. Simplement, ils consomment moins d'énergie pour se chauffer et pour faire vivre pour leur vie quotidienne. Prendre le bus ou la marche à pied pour aller au travail, c'est parfois plus rapide que d'aller en voiture, surtout dans des villes congestionnées. Donc ce n'est pas non plus un bouleversement. Alors on a quand même quelques grands enjeux, notamment en termes de flux financiers. L'ingénierie financière de la transition écologique et énergétique est une question complexe, est une question centrale. Mais oui, les solutions, elles sont à portée de main. On sait très bien comment faire en sorte qu'un logement, il ne gaspille pas son énergie. On sait très bien développer les transports en commun. On sait faire des villes cohérentes. Ça n'est pas une révolution dans les modes de vie. Et souvent, les écologistes vont un peu loin, j'en suis un, finalement la présentation de cette révolution des modes de vie. C'est probablement plus tranquille que cela. Et effectivement, simplement, il faut qu'on soit cohérent et qu'on mette tous les moyens dans le même sens. Je pense qu'on a des sociétés qui pensent sur le court terme. Et surtout quand on est avec des sociétés, des individus, des groupes qui sont en souffrance. Et donc qui regardent évidemment, et c'est logique, leur avenir immédiat. La difficulté sur le climat, c'est qu'effectivement, il faut penser à moyen et long terme, et en plus penser une complexité avec des intérêts qui sont parfois contradictoires entre les uns et les autres. Et c'est vrai que le politique a du mal dans ce cadre-là
à définir la bonne trajectoire, le bon compromis entre l'ensemble de ces acteurs. Donc ça, c'est une vraie difficulté de la négociation sur le changement climatique. Mais ce n'est pas tant le politique que les sociétés elles-mêmes, parce qu'on a toujours un politique qui finalement est à l'image des sociétés. Non, je crois que c'est chaque individu qui a lui-même une difficulté à arbitrer entre son quotidien, entre ses intérêts de court terme et l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants, auxquels il pense pourtant aussi. Donc, je crois que ce qui joue avec cette COP et la négociation actuellement sur le climat, c'est que chacun, finalement, dépasse cette contradiction entre son court terme et un long terme qui l'intéresse aussi, parce que la plupart des gens ont des enfants, des nièces, des cousins, et veulent quand même que la vie soit encore vivable dans quelques dizaines d'années. L'enjeu de Paris, ce n'est pas tant finalement ce qui va se décider à la COP que ce qui va se jouer à partir du, on va dire, le lundi 4 janvier 2016. C'est-à-dire l'enjeu de cette COP, c'est que tous ceux qui ont capacité à agir, agissent dès l'année suivante, soient convaincus qu'il y a encore un scénario crédible pour finalement stabiliser le climat sous les fameux 2 degrés. Et donc je crois que c'est une COP qui doit d'abord en finir avec ce qui monte, c'est-à-dire c'est plus tant le climato-scepticisme que le climato-fatalisme, le sentiment que finalement on n'y peut pas grand-chose et qu'il faut s'adapter au mieux. Non, je crois que cette COP, elle doit créer une dynamique, faire en sorte que chacun agisse à son échelle ensuite. C'est vraiment ça ce que j'attends et ce que j'espère de cette COP. La négociation mondiale sur le climat, c'est 200 intérêts nationaux autour d'une même table. Et évidemment, ça marche assez mal. Il y a des pays qui, objectivement, n'ont pas tellement intérêt à un accord. Il y a des pays qui vendent beaucoup de pétrole. Si on ne consomme plus de pétrole, ils vont être en difficulté économique. Il y a même des pays froids qui se disent que s'il fait un peu plus chaud, ça peut peut-être même être intéressant pour eux. Donc, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas intérêt. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui ont quand même besoin d'un accord sur le climat. La Chine est un pays qui souffrira énormément de la crise climatique. Donc il y a quand même tout intérêt à ce que l'effort soit fait. Après, c'est aussi des problèmes d'équilibre économique. C'est-à-dire les pays ne sont pas au même niveau de développement, ça on le sait. Ils ont surtout des systèmes énergétiques sur lesquels ils sont adossés. La Chine, par exemple, est adossée au charbon, où il leur faut un certain temps pour muter. Et ils ne veulent pas, évidemment, être en situation d'effondrement ou de marginalisation économique au nom de la lutte contre le changement climatique. Tout cela s'entend. Notre difficulté dans la négociation climatique, c'est que finalement, c'est beaucoup de monde, plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris, et on a généralement des spécialistes de points précis. On a les spécialistes du transport aérien, les spécialistes du transport maritime, ceux qui sont là pour préserver le charbon, ceux qui sont là pour vendre des éoliennes, et ça fait beaucoup de gens qui sont dans cette négociation, non pas avec une vision globale, mais avec des intérêts particuliers. Et ça fait à la fin une cacophonie. On a, je crois, besoin aujourd'hui d'expertise sur les points d'équilibre mondiaux qui prennent en compte l'ensemble des enjeux. La fragilité d'un certain nombre d'économies des pays émergents, les grands enjeux de développement, ça il ne faut jamais les perdre de vue, la négociation sur le climat c'est aussi une négociation sur le développement, et puis aider comme ça les États avancés à faire un pas les uns vers les autres. Dans ce cadre-là, je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui dans la négociation sur le climat, c'est qu'à côté de cette négociation entre États, il y a effectivement une société civile mondiale diverse. Alors pour l'ONU, elle va des collectivités aux entreprises en passant par les ONG, les peuples autochtones. Ça fait 9 grands groupes associés à cette négociation. Et ces groupes-là ont pris l'habitude de discuter à l'échelle mondiale de manière horizontale et à trouver souvent plus d'accords que les États. Par exemple, quand je suis amené à m'exprimer au nom des collectivités territoriales dans les négociations, je parle au nom de l'ensemble des élus du monde. Et nous arrivons à produire des feuilles de route, des textes communs à tous les réseaux mondiaux de collectivités territoriales. Donc il y a bien un niveau politique qui est capable de parler d'une seule voix à l'échelle mondiale. Moi, je suis convaincu que ce qui joue dans ces négociations, et on pourrait l'étendre à d'autres négociations, c'est effectivement un nouvel équilibre mondial entre des États qui ont beaucoup de difficultés à dépasser leurs intérêts nationaux et des acteurs de la société civile qui, eux, ont une vision plus horizontale,
parce que finalement aussi ils ont une culture commune. Des élus locaux de grandes villes d'Amérique latine, de Chine ou d'Europe, ils ont les mêmes problèmes de transport, de précarité énergétique, de cohésion sociale, de planification urbaine. Donc finalement, ils ont une culture commune. Et donc, ils sont capables d'exprimer cette culture commune ensemble dans les négociations internationales. C'est ça aussi, finalement, ce qui émerge de ce nouveau monde, parce que le climat, il dit bien une planète unique, et face à une planète unique, il est assez normal qu'on se pense d'abord citoyen du monde. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que peut-être que la crise climatique est une véritable chance pour l'avenir de l'humanité. Parce qu'on est dans plusieurs crises de finitude de la planète aujourd'hui. On a une compétition sur les matières premières qui va augmenter. Et ce n'est pas que le pétrole. Demain, même le fer, il risque d'y avoir de plus en plus de compétition. Et cette compétition sur les matières premières, elle s'est toujours traduite par plutôt de l'affrontement guerrier et un fort qui domine le faible. La crise climatique, elle ne peut pas se régler simplement par le fait que le fort domine le faible. Il faut que tout le monde fasse des efforts. On comprend très bien que si je fais des efforts, mais que mon voisin continue à émettre beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, eh ben, je vais souffrir comme lui. Et lui aussi a besoin que moi, je fasse des efforts. L'enjeu du climat, c'est aussi un enjeu de développement. Et fondamentalement, la régulation climatique, c'est une régulation où on donne un prix à la tonne carbone. Alors on a du mal aujourd'hui à y arriver, mais on voit bien que c'est cette idée qui monte. Donc c'est créer des flux financiers. Et ces flux financiers, ils doivent être au service du développement. Parce que si on a juste un effort des pays du Nord, mais qu'on n'aide pas à un développement différent des pays du Sud, et surtout des choix énergétiques différents des pays en développement, des grandes mégalopoles africaines par exemple, ben demain les émissions de gaz à effet de serre vont exploser dans ces pays. Donc on a un enjeu fort de développement. Donc on voit bien que derrière le climat, derrière les réponses au climat, on assure du développement et on répond à d'autres crises, et notamment, fondamentalement, on dit un monde qui est capable de se réguler, qui est capable de dépasser des intérêts nationaux dont l'affrontement a toujours mené dans l'histoire à la guerre. On a des solutions pour vivre à 9 milliards sur cette planète, mais si on n'assure pas un développement pour tous, alors évidemment, il y a des habitants en difficulté et en souffrance qui, en survie, vont participer de la destruction de la planète. Sachant qu'il y a aussi des gens qui ont un niveau de vie très confortable qui participent de la destruction de la planète. Les mots-clés de la crise climatique, les mots-clés de la réponse à la crise climatique, c'est la coopération, c'est la solidarité. La coopération pour faire en sorte que ceux qui ont déjà expérimenté des solutions qui marchent les proposent, les mutualisent, les fassent connaître. La solidarité dans les flux financiers, parce qu'évidemment, il faut de l'argent pour amener à la transition, et notamment un des enjeux de la conférence à Paris sera quand même que les pays du Nord qui sont engagés à Copenhague sur 100 milliards de dollars par an pour le fonds vert, assument leurs promesses. La confiance, elle est à ce prix-là. Mais avec 100 milliards, effectivement, on peut faire beaucoup de choses, sachant qu'en plus, les investissements énergétiques chaque année sur cette planète, c'est plusieurs centaines de milliards. Donc, on voit bien qu'on a des dynamiques, on a des possibilités. Donc, simplement, si on ne dépasse pas les égoïsmes nationaux, si on a un peu toujours peur de l'autre, alors que finalement sur le climat c'est en l'aidant qu'on s'aidera soi-même, alors on n'y arrivera pas. Et en ce sens, les réponses à la crise climatique, c'est une vraie utopie mondiale. Simplement maintenant il faut qu'elle balaye les scepticismes, les fatalismes et les égoïsmes.